Bonjour à tous et merci à Virginie, à Aliénor et à Guillaume d'être parmi nous pour ce webinaire. Alors, dans le contexte actuel que nous subissons, se poser la question de l'aide que les fournisseurs peuvent escompter ou demander à leurs clients et partenaires commerciaux afin d'éviter un arrêt d'activité qui leur serait préjudiciable, voire carrément fatal. Donc, cette question concerne en fait tous les secteurs d'activité et c'est actuellement une source de questionnement dans les relations industrie-commerce. C'est la raison pour laquelle on peut se demander comment les aider ou se faire aider selon le côté où l'on se place sans prendre de risques ou du moins le moins possible. Donc, je vais remercier tout de suite Anne-Laure d'avoir posé cette question très intéressante et également le bureau CMS Francis Lefebvre d'avoir accepté en fait d'intervenir. Merci à vous trois sur ce sujet qui est quand même délicat. Alors délicat et qui touche trois pans, enfin au moins deux grands pans du droit, c'est-à-dire le droit de la concurrence et le droit commercial, et évidemment le droit des entreprises en difficulté dont vous allez nous parler tous les trois. Donc Virginie, vous êtes spécialisée en droit de la concurrence, Guillaume en fiscalité, je crois, et en difficulté des entreprises, sur les entreprises en difficulté, pardonnez-moi. Et également, Aliénor, vous êtes spécialisée en droit commercial. Je ne me suis pas trompée, c'est bien ça? Parfait. Alors, je suis ravie aussi d'avoir Jacques en ligne. On parlait de toi, Jacques, juste avant de commencer, puisque j'espère que tu pourras éclairer nos débats et nos discussions à la suite de la conférence la webconférence qui s'est tenue la semaine dernière, organisée par la FEC. Voilà. Donc, sans attendre, je vous laisse la parole et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Je précise, voilà, Maëlys, j'ai oublié, je précise au passage que c'est enregistré, qu'il y a 10 slides, c'est assez rapide, et que nous diffuserons l'enregistrement uniquement aux membres de la Commission Industrie-Commerce et des membres qui sont actuellement présents par Internet. Merci. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, quelques mots pour vous dire que nous sommes ravis de partager la prochaine heure avec vous et de traiter ce sujet très intéressant, soutenir ses fournisseurs, choisir ses risques. Alors, nous aussi, nous tenions à saluer Madame Anne-Laure Vieille, qui est à l'origine de l'angle qui a été retenu pour ce webinaire, parce que se placer non du point de vue du vendeur, comme cela a été classiquement fait au cours des dernières semaines, mais du point de vue de l'acheteur, permet de mettre à jour de nouvelles problématiques juridiques qui sont, selon nous, très intéressantes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter rapidement les différents intervenants que vous allez entendre aujourd'hui. Alors, ce qu'Isabelle a déjà fait, vous allez avoir Guillaume, qui fait partie de l'équipe Insolvency Restructuring, Virginie, qui est spécialisée en droit de la concurrence et réglementation économique, et moi-même, qui suis spécialisée en droit commercial, comme l'a dit Isabelle. Et c'est donc de concert avec la commission Industrie et Commerce que nous avons décidé de traiter le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à travers le prisme du droit commercial et du droit des entreprises en difficulté. Et à chaque fois, notre démarche a consisté à distinguer les mesures qui sont nécessaires à la gestion immédiate de la crise, des problématiques à anticiper lors de la sortie de la crise. Pour commencer avec la gestion immédiate de la crise en droit commercial, je passe le micro à Virginie. Bonjour à tous. Alors, sur la gestion immédiate de la crise, alors, parfois vous verrez le gestion immédiate et l'après-crise est un peu artificiel, mais on a quand même essayé de séquencer un peu les problématiques. Sur la gestion immédiate de la crise, il y a évidemment les délais de paiement. Alors, on ne va pas y passer autant, mais les délais de paiement, soutenir ses fournisseurs dans la crise, aujourd'hui, c'est en premier lieu ne pas dégrader leur trésorerie en interrompant le flux des paiements. On constate que de nombreuses entreprises subissent en ce moment soit des retards de paiement, soit des refus de paiement de la part de leurs clients, qui tentent eux-mêmes de conserver des liquidités pour se prémunir contre une éventuelle situation de cessation des paiements. Alors, on avait eu de l'espoir avec la loi d'urgence, parce que dès le 23 mars, finalement, la loi d'urgence avait habilité le gouvernement à
à modifier les règles qui concernaient les délais de paiement. Et ça avait pu faire espérer à certains un relâchement des règles qui sont particulièrement strictes en France sur les délais de paiement. 3 points sur ces règles. Évidemment, il y a le délai de paiement à 60 jours date d'émission de facture, sauf l'accord express sur 45 jours qui ne constituerait pas un abus manifeste du créancier. Mais ce qui est particulièrement strict dans les règles françaises par rapport à d'autres règles de nos voisins, c'est que non seulement on ne peut pas payer dans des délais trop longs, mais on ne peut même pas convenir d'une date de paiement qui est non conforme en principe. Ce qui veut dire que non seulement on ne peut pas convenir d'une date qui excède manifestement le plafond, par exemple 60 jours date de facture, mais non plus, on ne peut pas convenir non plus d'un mécanisme qui ne permettrait pas d'assurer dans tous les cas le paiement dans les délais plafonds, c'est-à-dire par exemple 30 jours à compter de la date de réception de la facture. Avec des sanctions administratives dont on sait qu'elles ont augmenté il y a quelques années et qu'elles sont particulièrement appliquées par la DGCCRF, jusqu'à 2 millions d'euros pour les personnes morales. Et puis, il y a aussi, on a notre règle de droit français qui prévoit aussi des sanctions administratives de même montant pour les pratiques qui consisteraient à retarder abusivement le point de départ des délais de paiement. Alors, qu'en est-il en réalité ? Donc on avait espéré un relâchement de ces règles. En réalité, qu'en est-il ? C'est un peu presque tout le contraire, j'ai envie de dire. Déjà, les pénalités de retard ne sont pas assimilées aux clauses pénales dont l'ordonnance 2020-306 prévoit la suspension pendant la période protégée. Et de manière générale, il a été rappelé par les pouvoirs publics que le paiement des obligations contractuelles entre les personnes de droit privé doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. Alors, sous réserve des mécanismes du droit commun que vous connaissez, notamment de l'exception d'inexécution, et puis sous réserve de la renégociation des obligations contractuelles dans la limite des pratiques abusives, et on y reviendra. Par ailleurs, le ministre de l'économie a fait savoir qu'il allait être tout à fait vigilant à ce que les délais de paiement soient respectés, appelé à la solidarité des entreprises, a pour l'instant privilégié la médiation, puisque le comité de crise qui a été formé là aussi dès le 23 mars est chargé de traiter les cas les plus graves, mais sous l'angle de la médiation pour les entreprises de toute taille et de tout secteur. Les membres de ce comité de crise, c'est le médiateur des entreprises, la médiation du crédit, alors aussi les fédérations d'entreprises du type MEDEF, CPME et des GCCRF, mais il y a un angle assez fort sur la médiation. Et pour autant, pas de changement de cap sur le respect strict des délais de paiement. La ligne du ministère est claire. Ils ont même dit qu'il n'y aurait pas de droit aux prêts de trésorerie garantie de l'État pour les entreprises qui sont capables de paiement tardif. Et il ne faudra pas s'attendre non plus à une clémence de l'administration dans les contrôles qui ne vont pas manquer de suivre. Je ne sais pas si vous en avez les uns ou les autres, mais on en suit beaucoup depuis quelques années. Enfin, il y a une multiplication, c'est un peu de l'argent facile pour l'administration. Et là, autant il n'y a pas de doute que l'administration n'aura pas pour priorité d'aller regarder, de contrôler les PME. En revanche, dans les plus grandes entreprises, il faut s'attendre à des contrôles et puis à ce que le ministère et le cas échéant ait envie de faire un peu l'exemple sur les plus grandes entreprises. Je laisse la parole à Aliénor sur les pénalités de livraison. Merci. Oui. En cas de retard de livraison, un acheteur a souvent la possibilité de réclamer des pénalités de livraison à son fournisseur. En cette période de crise de Covid-19 et de solidarité nationale à laquelle appelle le gouvernement, un acheteur peut néanmoins choisir de soutenir son fournisseur en décidant de neutraliser la sanction qui est contractuellement prévue en cas de retard de livraison. Donc, ce sont les ordonnances du 25 mars 2020 et du 15 avril 2020 qui définissent les modalités de cette neutralisation. Alors, je vais juste faire une petite aparté là-dessus pour vous dire que si on en croit le rapport qui a été fait au président de la République relatif à l'ordonnance du 15 avril 2020, la modification qui a été apportée par cette ordonnance va dans le sens d'un raccourcissement du délai supplémentaire accordé
au débiteur pour s'exécuter, et donc par voie de conséquence du délai à l'expiration duquel les clauses qui sanctionnent l'inexécution pourraient produire leur effet. En pratique, je ne suis pas sûre que cet objectif soit toujours atteint. En tout état de cause, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que cette possibilité de neutralisation ne s'applique qu'aux clauses dont l'objet est de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. Donc, c'est bien en général le cas des clauses prévoyant des pénalités de livraison, dès lors que celles-ci peuvent être qualifiées de clauses pénales. Et si vous avez de telles clauses dans vos contrats, celles-ci seront réputées n'avoir pas pris effet ou produire effet si le délai dont elles sont assorties a expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, ce qu'on appelle la période juridiquement protégée. Et là, il faut opérer une distinction entre deux cas de figure. Premier cas de figure, l'obligation de payer les pénalités de livraison a son fait générateur avant le 12 mars 2020, mais doit être exécutée pendant la période juridiquement protégée. Dans ce cas-là, le report des effets de la clause se calcule à partir du délai écoulé entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l'obligation aurait dû être exécutée. Deuxième cas de figure, l'obligation a son fait générateur pendant la période juridiquement protégée. Dans ce cas-là, le report des effets de la clause se calcule à partir du délai écoulé entre la date à laquelle l'obligation est née et la date à laquelle l'obligation aurait dû être exécutée. Donc, prenons un exemple pratique, celui d'un contrat d'approvisionnement au titre duquel l'obligation de livrer les marchandises est née le 1er mars 2020, donc avant la période juridiquement protégée, mais ne devait être exécutée que le 20 mars 2020. Dans ce cas-là, le calcul du délai devra être fait en prenant en compte les dates du 12 mars 2020 et du 20 mars 2020, soit 8 jours après le début de la période juridiquement protégée. De ce fait, la clause prévoyant les pénalités de livraison ne produira son effet si l'obligation, bien sûr, n'a pas été exécutée d'ici là, que 8 jours après la fin de la période juridiquement protégée, c'est-à-dire 24 juin, plus 8 jours, on arrive au 2 juillet. Pour terminer sur les pénalités de livraison, je souhaiterais simplement attirer votre attention sur le fait que ce mécanisme de prorogation de délai ne doit en aucun cas être présenté à vos fournisseurs comme une autorisation donnée à ne pas s'exécuter. C'est seulement une neutralisation temporaire des sanctions contractuelles applicables en cas de retard de livraison. Virginie ? On voulait vous dire quelques mots du déséquilibre significatif et le cas échéant de l'avantage sans contrepartie dans la renégociation des contrats. On a choisi de ne pas vous reparler de manière extensive dans ce webinaire de force majeure, imprévision, exception d'inexécution, dont vous avez dû entendre parler et reparler abondamment. On voulait simplement vous rappeler que, évidemment, de manière générale, et particulièrement avec la modification de l'année dernière des règles qui concernent les pratiques abusives, c'est tant la négociation commerciale que la conclusion d'un contrat que son exécution qui ne doivent pas être l'occasion de mettre en œuvre des pratiques abusives vis-à-vis de l'autre partie. Et de ce point de vue-là, on s'est quand même interrogé sur ces mécanismes que tout le monde cherche à appliquer et comment il pourrait y avoir des abus dans ces mécanismes. On a identifié un risque de ce point de vue dans la rédaction des accords, dans la rédaction actuelle des accords commerciaux. Par exemple, une clause qui ne serait pas réciproque sur la faculté des parties de se prévaloir de la force majeure ou de l'imprévision serait très clairement déséquilibrée et pourrait constituer un déséquilibre significatif si elles sont imposées, particulièrement si elles sont insérées dans un contrat d'adhésion, en sachant que si on est dans un contrat d'adhésion, on a aussi la sanction de clauses réputées non écrites du Code civil. Sur l'abus qui pourrait avoir lieu dans la renégociation des contrats, on a les secteurs où la renégociation est encadrée par le Code de commerce, c'est le cas notamment pour les produits alimentaires,
Mais de manière générale, la période invite à la prudence dans la renégociation motivée par la crise du Covid, parce que la Ils soumission, sont en train de mettre la avec une tentation lettre. de soumission, Vous avez la soumission et la tentative de soumission du co-contractant plus faible ou dépendant sera de la même manière susceptible de constituer évidemment une négociation de mauvaise foi, mais aussi pour être sanctionné sur le terrain du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie. On avait envie de vous reparler juste brièvement de l'avis de la CEPC. La CEPC a émis un avis en septembre 2019 concernant la force majeure. Alors, c'était sur l'argument de la force majeure pour justifier une augmentation de prix liée à la panne d'un outil de production. Alors, la CEPC avait un peu mis de côté la qualification de force majeure en disant bon, pour nous, la force majeure, ça nécessite une impossibilité radicale d'exécution. Peut-être que l'imprévision était un meilleur fondement. Néanmoins, la CEPC rappelle que l'imprévision, c'est un changement de circonstance imprévisible qui rend l'exécution excessivement onéreuse pour l'autre partie, qui n'aurait pas accepté d'en assumer le risque. Et donc, il peut y avoir tout un débat sur si on renégocie des clauses. Alors, soit les clauses n'étaient pas là, soit elles étaient là, on les renégocie. En tout cas, on essaye de trouver une solution avec son fournisseur d'assouplissement des conditions contractuelles. Il faudra faire particulièrement attention à ne pas, d'un côté ou de l'autre, refuser de négocier. C'est-à-dire que la partie, alors même que la situation rentrerait dans le cadre, effectivement, d'une imprévision justifiée, la partie qui n'aurait pas accepté de négocier pourrait se rendre responsable d'une soumission de l'autre partie à un déséquilibre. Alors, de la même manière, dans les conventions uniques, un refus de renégocier les chiffres d'affaires prévisionnels pourrait être appréhendé probablement sous l'angle du déséquilibre significatif. Il faudra y faire attention. 2 points complémentaires sur la renégociation. On rappelle que le Code de commerce prévoit la nullité de plein droit et des sanctions pour les accords qui prévoiraient que l'acheteur bénéficie de remises ou de ristournes rétroactives. Et de ce point de vue, toute remise ou ritourne rétroactive négociée avec son fournisseur postérieurement à la date à laquelle le paiement des marchandises était dû sera nécessairement rétroactive. Et dans cette période comme dans toute période, il y a une nullité des accords qui permettent à l'acheteur de bénéficier de conditions plus favorables consenties par le fournisseur aux entreprises concurrentes. Un tout dernier point sur la période actuelle, un très bref point sur le prix de revente. Soutenir ses fournisseurs, ça peut être aussi, lorsqu'on est acheteur-revendeur, ne pas augmenter les prix de revente alors même qu'on aurait besoin de se refaire une trésorerie. De ce point de vue, le fabricant a quand même souvent une meilleure vision de la désirabilité de son produit par rapport au prix proposé aux consommateurs. Et l'autorité de la concurrence a rappelé dans un communiqué publié aussi le 23 mars, il s'est passé décidément pas mal de choses dans le monde du droit ce 23 mars 2020, l'autorité de la concurrence a rappelé que les règles existantes permettent aux fournisseurs de fixer des prix maximum pour leurs produits. Alors, on sait qu'en pratique, c'est parfois difficile à mettre en œuvre puisque ça peut être un prix maximum, mais pas un prix fixé. Mais en tout cas, l'autorité de la concurrence a rappelé cette possibilité pour les fournisseurs. On passe maintenant à les problématiques à anticiper à la sortie de la crise. Et on avait envie de vous faire, si vous voulez bien, on a réfléchi à la renonciation aux intérêts de retard de paiement et à l'indemnité de recouvrement. Et on a traité ça un peu comme ça va nous servir de cas pratique pour identifier certains des risques liés aux accords que vous pourriez conclure avec des fournisseurs. Alors, la CEPC, dont je ne l'ai pas forcément encore rappelé, mais dont la commission commerce et industrie compte d'éminents représentants qui pourront évidemment intervenir et compléter pendant le jeu des questions-réponses, s'est déjà positionné sur les intérêts de retard. Alors, pas dans le contexte de cette crise, dans un avis antérieur de 2010,
dans lequel elle a estimé que, je vous rappelle, le texte nous dit que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, mais le créancier, en fait, n'a pas l'obligation de les réclamer. De la même manière, sur l'indemnité de recouvrement, une entreprise créditrice n'est pas obligée de l'appliquer, cette indemnité de recouvrement. Il s'agit alors d'un geste commercial. La question est de savoir jusqu'à quel point ce geste commercial est contraint et peut faire courir des risques aux uns et aux autres. Donc, cette question des indemnités de retard, finalement, elle permet d'illustrer un certain nombre de questions susceptibles de se poser au regard des pratiques abusives, mais aussi des pratiques anticoncurrentielles. S'agissant de l'ensemble des avantages qui seront négociés pendant cette crise entre l'acheteur et le vendeur, simplement le fait de prendre la renonciation aux indemnités de retard comme cas pratique nous permet de l'illustrer dans chaque cas. Donc on va se poser plusieurs questions. La première question, ça va être à quel point finalement cette renonciation du fournisseur aux intérêts de retard et à l'indemnité de recouvrement résulte-t-elle d'une contrainte ? Et il y a clairement un risque sur le débiteur, donc le client, si en fait la renonciation aux intérêts de retard, le fournisseur y est soumis et que ça se traduit par la soumission de ce fournisseur à un déséquilibre significatif ou alors que ça manifeste l'obtention d'un avantage sans contrepartie. La deuxième question qu'on a identifiée lors de la préparation aussi, c'est finalement cette renonciation qui est négociée avec le fournisseur, fausse-t-elle le marché ? La CEPC, dans son avis de 2010, avait identifié un risque à exiger des pénalités de retard de paiement auprès de certains débiteurs et pas auprès d'autres. Et elle avait indiqué à l'époque que ça pouvait constituer une pratique abusive. Alors, ils avaient un fondement spécial qui a disparu du code, qui était le fait de soumettre le partenaire à des conditions de règlement qui sont manifestement abusives compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux. Alors, ça a disparu même avant la dernière réforme, mais néanmoins, on sait que tout ce qui a disparu d'illustration dans le code est susceptible d'être réutilisé par la DGCCRF sous les angles généraux de déséquilibre significatif et avantages sans contrepartie. Et donc, rien n'interdirait aux autorités d'aller rechercher une responsabilité pour cette discrimination, si on veut. Par ailleurs, s'il peut démontrer que cette renonciation sans contrepartie a eu pour objet ou pour effet de fausser le marché sur lequel intervient le client débiteur, il pourrait exister aussi un risque au titre des pratiques concertées. Qu'après tout, l'accord trouvé entre l'acheteur et le fournisseur a pour objet de déroger à la règle contractuelle qu'il s'était initialement fixée, et une responsabilité pourrait être retenue sur le fondement des ententes. Alors, soit parce que l'objet de cet accord dérogatoire est en effet, l'objet est de fausser le marché. Alors, évidemment, c'est toujours une question de preuve. Mais si, en cas de simple effet anticoncurrentiel, il faudrait quand même que cet effet soit suffisamment fort pour faire craindre l'exclusion du marché d'un ou plusieurs concurrents. À notre sens, il ne suffit pas qu'il n'ait pas été très juste pour un concurrent de ne pas bénéficier du même traitement de la part du fournisseur. Simplement, si pour de gros montants, le fait de ne pas bénéficier pour des concurrents du client bénéficiaire de la même clémence, si on veut, et que ça les conduit à être exclus du marché, alors il peut y avoir un problème d'entente. Problème sur le terrain également de l'état de dépendance économique. Il faut se poser la question, le fournisseur est-il dans un état de dépendance économique vis-à-vis de l'acheteur bénéficiaire de la renonciation ? Il va falloir, dans ce cas-là, voir à quel point cette exploitation abusive a pu conduire le fournisseur à être contraint dans son
dans le geste commercial qu'il fait vis-à-vis du client. Alors, on sait que sur l'exploitation abusive sur l'exploitation d'une dépendance économique, il y a un critère qui n'est pas très aisément rempli non plus, d'affectation du fonctionnement et de la structure de la concurrence. On va retenir le même angle que précédemment, c'est-à-dire si la pratique conduirait à exclure des concurrents du débiteur du marché, probablement il y aurait un angle sous cette exploitation abusive de la dépendance économique. De la même manière, si l'acheteur bénéficiaire de la renonciation est en position dominante, il y a un risque sur cet avantage accordé qui pourrait être soulevé alors, soit par le fournisseur lui-même. Donc, je vous rappelle que la situation, c'est le fournisseur aurait eu le droit d'appliquer des pénalités pour retard de paiement, convient avec son acheteur qu'il ne les appliquera pas. Alors, le risque pourrait venir du fournisseur lui-même s'il est en capacité de démontrer postérieurement à la crise un élément de contrainte. Un tel retournement n'est pas forcément la situation la plus évidente. En revanche, un liquidateur qui interviendrait alors que le fournisseur s'est trouvé en difficulté de paiement, lui serait probablement assez tenté de remettre en cause cette exonération des pénalités de retard. Ou alors, évidemment, une mise en cause par un concurrent, pour autant qu'il soit en capacité de démontrer un abus. À l'inverse, le fait pour un acheteur dominant d'accepter de payer des indemnités de retard contractuel à certains fournisseurs et pas à d'autres, ou tout autre soutien spécifique qui ne serait pas accordé de la même manière à tous ces fournisseurs, pourrait constituer une discrimination abusive. On sait que le principe de négociation, de libre négociation contractuelle a conduit à abandonner la discrimination per se. Néanmoins, on sait aussi que les entreprises en position dominante sont dans une obligation particulière de ne pas discriminer. Et de ce point de vue, une entreprise en position dominante qui discriminerait dans le soutien à ses fournisseurs, effectivement, se verrait potentiellement soumise aux règles sur les abus de position dominante. Alors après, il faudrait se poser quand même la question de qu'est-ce qu'est une discrimination. Et de ce point de vue-là, on rappellera que tout avantage qui est donné à un fournisseur n'est pas nécessairement une discrimination, pourvu que la différence de traitement qu'on lui applique repose sur une différence tout à fait objective de situation. Un tout petit point dans les autres applications de l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence sur la cession de créances. En deux mots, attention à ne pas faire indûment obstacle à la cession de ces créances commerciales par le partenaire, en l'occurrence le fournisseur dans l'angle retenu. Il y avait, avant la réforme de l'ordonnance de 2019, une nullité de plein droit sur les clauses qui interdisaient les cessions de créances à des tiers, les cessions de créances commerciales à des tiers. Ça a disparu de manière un peu, presque sans que la DGCCRF s'en aperçoive. Ils ont été alertés par un certain nombre d'associations professionnelles, notamment l'association des banques. Et le retour de cette nullité de plein droit non seulement est annoncé, alors a priori dans un projet de loi qui porte diverses mesures d'adaptation en matière économique et financière, qui ne va probablement pas sortir tout de suite parce que la situation a un peu gelé tout texte qui ne serait pas lié au Covid. Mais dans l'intervalle, la tentation de la DGCCRF sera d'aller rechercher là aussi un éventuel déséquilibre significatif à avoir interdit aux partenaires commerciaux de s'adresser à des tiers pour escompter ces créances commerciales. Pour terminer cette partie commerciale, je laisse la parole à Aliénor sur les problématiques de rupture brutale. Oui, alors on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit point sur la rupture brutale parce qu'il y a peu de doute sur le fait que des ruptures, alors totales ou partielles, de relations commerciales établies vont être inévitables à court ou moyen terme.
Il est en effet très probable qu'au moment de la sortie de la crise, certains acheteurs ne soient plus en mesure de reprendre leur activité pré-crise ou alors de la reprendre que de manière partielle. Donc, il faut savoir que la chute subite et substantielle du volume d'affaires peut caractériser une rupture brutale ou partielle de la relation commerciale établie. Il y a pas mal d'arrêts sur ce point de la Cour de cassation. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que la jurisprudence tend à rejeter cette qualification lorsque la diminution des relations commerciales ne résulte pas de la volonté ou du comportement déloyal d'une partie, mais du contexte économique. Là, c'est notamment la Cour d'appel de Paris qui a rendu un certain nombre d'arrêts à ce sujet et qui, par exemple, considère que la baisse significative des commandes qui intervient dans un contexte économique qui est difficile, et alors même que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune obligation en termes de minimum d'achat, dans ce cas-là, la baisse significative du chiffre d'affaires n'est pas constitutive d'une rupture brutale des relations commerciales établies. Donc, il est donc, selon nous, légitime de penser qu'une baisse de l'activité consécutive à la crise du Covid-19 ne devrait pas être qualifiée de rupture brutale par les juges, à condition, bien sûr, que la partie qui est à l'origine de cette baisse soit de bonne foi et subisse elle-même la crise. De même, il nous semble que le risque qu'un fournisseur exige la poursuite d'un soutien qui aurait été donné en raison de la crise, en invoquant la rupture brutale, il nous semble que ce risque-là peut être raisonnablement écarté par un écrit qui indiquerait le caractère transitoire de la mesure de soutien accordée. Alors là, il faut envisager deux cas de figure. Premier cas de figure, le fournisseur qui invoque l'article L442.1 grand 2 du Code de commerce est un fournisseur avec qui vous avez contracté pour la première fois pendant l'épidémie de Covid-19. Dans ce cas-là, il nous semble difficile de concevoir comment est-ce qu'il pourrait justifier du caractère établi, c'est-à-dire régulier, significatif et stable, de votre relation, et ce, d'autant plus si vous lui avez expressément indiqué que votre relation n'était que temporaire et résultait de l'épidémie de Covid-19. Deuxième cas de figure, le fournisseur qui invoque la rupture brutale, a priori plutôt partielle que totale, est un de vos fournisseurs de longue date. Dans ce cas-là, un courrier ou un email qui préciserait clairement que les conditions commerciales plus souples qui lui ont été octroyées ne sont que transitoires devrait permettre de démontrer qu'aucune croyance légitime en la pérennité de cette situation ne pouvait raisonnablement exister et donc donner lieu à réparation. Et donc, pour terminer cette partie sur le droit commercial, je repasse la main à Virginie. Très brièvement, vous dire un mot sur, bien que d'autres en parleraient beaucoup mieux que moi, sur le fait que la CEPC, donc la Commission d'examen des pratiques commerciales, dont Isabelle Ramenu et Jacques Davy notamment sont membres, a annoncé travailler avec la participation de la DGCCRF à une recommandation sur les conditions de sortie de crise au regard des conditions contractuelles, avec un objectif, mais là je parle sous votre contrôle Isabelle et Jacques, de publication à fin mai. Donc n'hésitez pas les uns ou les autres à faire remonter vos points aux membres du cercle qui siègent aussi à la CEPC afin d'enrichir la réflexion de cette commission et que cette recommandation de fin mai soit la plus complète possible. Alors, nous avons terminé sur la partie commerciale. Avant de passer aux problématiques spécifiques au soutien des fournisseurs en difficulté particulière, on peut prendre peut-être quelques questions des participants. Donc, n'hésitez pas avant de passer la parole à Guillaume. Tout le monde. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est Isabelle, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de continuer et puis on les réserve peut-être pour la fin. Oui, il y aura du temps à la fin pour répondre aux questions éventuelles. Alors, sur les aspects soutien des fournisseurs, droit des entreprises en difficulté, la première chose à laquelle on pense,
c'est est-ce que je risque d'être responsable du fait du soutien que j'accorde, notamment parce qu'on a tous en tête le spectre du soutien abusif. On va voir qu'il n'est peut-être pas aussi prégnant qu'on l'a en tête. Malgré tout, les risques d'apporter un soutien à un fournisseur en difficulté, et en difficulté au sens, au sens faillite, au sens du droit des entreprises en difficulté, génère évidemment des risques auxquels on peut tenter d'apporter des mesures de sécurisation pour tenter de mitiger son risque ou de le gérer. Du coup, sur l'aspect soutien abusif, Aliéna? Oui, alors j'ai un petit problème de slide qui ne passe plus. Alors, sur l'aspect soutien abusif, on a tous en tête, on a souvent en tête, nuance en tête, que le risque de soutenir un fournisseur en difficulté, c'est le risque d'être responsable du fait de soutien, soit parce que ça permettrait à l'entreprise soutenue de poursuivre son activité alors qu'elle devrait la cesser ou qu'elle devrait l'excéder dans le cadre d'une procédure collective, soit parce que ça conduirait à une politique qu'on appelle une politique de crédit ruineux et on pourrait se voir reprocher l'avantage que l'on va tirer du soutien. C'est aujourd'hui et depuis 2005 assez largement un mythe sur ce point spécifique-là, puisque le législateur a introduit sous pression du lobby bancaire en 2005, dans le livre 6 du Code de commerce, l'article L650-1, qui, pour faire assez simple, énonce un principe d'irresponsabilité pour les concours fournis aux débiteurs en difficulté. Donc, ce principe d'irresponsabilité a été consacré d'abord par le Conseil constitutionnel et depuis par la Cour de cassation, qui lui donne une réelle portée, une réelle existence. Alors, évidemment, comme souvent, on a un principe et des exceptions. Donc, sur cette question-là, il faudra toujours prendre garde de ne pas tomber dans les exceptions, puisque c'est en quelque sorte un jeu de poupée russe, c'est-à-dire qu'on commence par le soutien. Face à ce soutien, on a un principe d'irresponsabilité. Ce principe d'irresponsabilité est toutefois paralysé lorsque l'on est dans trois cas, soit dans un cas de fraude, soit dans un cas de disproportion des garanties versus les cours, soit dans un cas d'immixtion dans la gestion de l'entreprise, entre guillemets, soutenue ou aidée. Et si ces cas est caractérisé, on rebascule dans un principe de responsabilité. Et donc, il faudra démontrer en la responsabilité que le concours est en lui-même fautif, en plus de l'existence de la fraude, de la disproportion ou de l'immixtion. Alors, rapidement, pour balayer les trois cas dans lesquels le principe d'irresponsabilité est paralysé, la fraude, c'est une notion qui est assez classique, malheureusement polymorphe, mais dans la matière qui nous intéresse, la Cour de cassation retient une appréciation stricte de la fraude et elle considère que la fraude n'est caractérisée que s'il y a une intention de nuire. Donc, honnêtement, on voit assez peu, voire quasiment pas de condamnation sur la base de la fraude. Dans le slide, on en a relevé une qui est extrait d'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, pour dire que ça existe malgré tout, même si c'est assez rare. La disproportion, le deuxième cas, c'est la disproportion des garanties prises par rapport au concours. Et ça, c'est assez étonnant parce que c'est un rapport de comparaison qui est inédit dans le droit, parce qu'on a souvent un rapport de comparaison qui est garantie ou concours versus faculté contributive. Là, on va dans les deux plateaux de la balance, d'un côté les garanties et de l'autre les concours. Et aujourd'hui, il est assez difficile de savoir qu'est-ce qu'une garantie disproportionnée par rapport au concours. Il semble assez malaisé de raisonner en termes de ratio de couverture, puisque on ne saura pas où placer le curseur et que, d'une manière générale, la pratique en termes de garantie est de prendre une garantie qui est un peu plus large
que le concours. Alors peut-être faudra-t-il éviter de multiplier les garanties à l'excès. Toutefois, un débiteur en difficulté, en général, les sources de garantie ne sont pas inépuisables. Donc, le cas existe, il mérite d'être souligné, mais pour l'instant, il n'est pas forcément très, très utilisé. Le dernier est quelque chose, donc l'immixtion dans la gestion, est quelque chose de plus commun, de plus habituel, parce que ça se rapproche de la direction de fait. Et là, il y a deux points auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est les circonstances qui entourent le concours, puisqu'on peut être souvent tenté, surtout lorsqu'on est dans une relation commerciale, de dire « j'apporte mon soutien, j'apporte mon concours à telle condition ». Il ne faut pas que ces conditions puissent être interprétées comme étant des directives de direction de l'entreprise qui reçoit le concours. Et c'est d'autant plus important que cette immixtion pourrait donc là être une source de paralysie du principe d'irresponsabilité, mais que sur d'autres terrains de responsabilité, notamment l'action, ce qu'on appelait l'action comblement passif, qui est devenue l'action en comblement de l'insuffisance d'actifs, mais c'est la même chose. Les personnes susceptibles de voir la responsabilité engagée sur cette base-là sont les dirigeants de droit et de fait. Donc, voilà pour très rapidement présenter le fait qu'aujourd'hui, la responsabilité pour soutien abusif n'est pas forcément le risque majeur. Elle s'expose à un dispensateur de concours lorsque celui qui le reçoit doit connaître une situation de crise, une situation qui relève du litige, donc sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. 2 mots ensuite, c'est le slide suivant, sur les conditions d'activation. Sur les sanctions restent malgré tout importantes parce que c'est la responsabilité, donc l'indemnisation des préjudices causés par le soutien. Pour faire bref, l'augmentation du passif permis par le soutien accordé. Et d'autre part, et ça c'est une sanction qui est spécifique et qui est dans l'article qui pourtant pose le principe d'irresponsabilité, c'est que le juge a la faculté d'annuler ou de réduire les garanties. Donc, quelque part, il y a un risque de double sanction qui est à la fois la perte de la sûreté de la garantie obtenue et la mise en cause de la responsabilité. Les conditions d'activation, ensuite, 2 mots, elles ne jouent que lorsque celui qui reçoit le concours est en procédure collective. Autrement dit, ce principe d'irresponsabilité n'est écarté que dans les cas les plus graves, c'est-à-dire que dans les cas où une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Il ne jouera donc pas sur une action de droit commun exercée dans un cadre de droit commun lorsque l'entreprise qui bénéficie du concours n'est pas en procédure collective. Et le dernier point à souligner, c'est que ce principe d'irresponsabilité est un moyen de défense. Et donc, potentiellement, ça n'empêchera pas une entreprise en difficulté, un tiers de cette entreprise qui estimerait lésé, ou même les organes de la procédure collective, d'engager l'action, quitte à engager une action entre guillemets loto. Et les liquidateurs judiciaires sont très coutumiers du fait de ces actions en responsabilité loto, pas forcément sur ce fondement-là, mais sur tous les fondements qui sont à leur disposition, en disant « je lance une action, ça ne coûtera pas grand-chose de la lancer », et ensuite, la cible de cette action sera amenée à discuter et éventuellement à transiger, et donc à me verser une indemnité qui sera quelque chose de positif pour ma procédure collective. Donc voilà pourquoi le mythe du soutien abusif n'est pas totalement révolu aujourd'hui, même s'il est assez largement maîtrisé. Alors, une fois qu'on a traité ce gros point ou cet écueil qu'on imagine essentiel au soutien, on va se poser la question puisqu'on arrive à un moment où on se dit « je peux soutenir », on va se poser la question de la sécurisation de ce soutien. Et donc, on va chercher des garanties à l'épreuve de la faillite. C'est-à-dire des garanties qui, si demain le débiteur soutenu devait déposer le bilan, résisteraient à la procédure collective. Alors, pour aboutir à ces garanties,
d'abord un petit panorama des risques. Bon, sur la disproportion des garanties, on l'a vu. Sur la direction de fait, on l'a vu. Il reste, à mon sens, deux gros risques. C'est la période suspecte, les nullités de la période suspecte. C'est-à-dire une garantie qui serait prise ou un soutien qui serait accordé à une entreprise qui est déjà en état de cessation des paiements, mais qui n'est pas encore en procédure collective. Et là, on sait, le droit commun permet au juge, dans certains cas de plein droit, dans d'autres cas à sa liberté d'appréciation, d'annuler ce concours, soit la garantie. Et évidemment, dans ce cas-là, il aura plus intérêt à aller chercher l'annulation de la garantie que du concours lui-même. Là, il y a un point intéressant par rapport aux ordonnances Covid et notamment à la 341, qui est l'ordonnance qui gèle les cessations des paiements, qui en gros prévoit que toute entreprise qui connaît un état de cessation des paiements à compter ou après le 12 mars 2020 et jusqu'à une période allant jusqu'à 3 mois à compter de la fin de la période spéciale, n'est pas obligé de demander l'ouverture d'une procédure collective du fait de la survenue de cette état de cessation des paiements. Malgré tout, l'ordonnance et la circulaire qui a été prise ensuite réserve bien, même si on ne voit pas tellement, les contours en restent flous, réserve bien le cas de la fraude, mais ça on va le laisser de côté, mais surtout le cas des nullités de période suspecte. Et donc la possibilité qu'aujourd'hui, l'un de nos fournisseurs à qui on va accorder du soutien se trouve en état de cessation des paiements, n'est pas obligé de déposer le bilan, mais si quelque part après la fin de la période protégée dépose le bilan, et bien là, dans le cadre de cette procédure collective ouverte après la période protégée, on va s'interroger pour savoir à partir de quand il était en état de cessation des paiements et éventuellement remonter quelque part dans la période protégée pour dire que tout ce qui a été fait là est susceptible d'être annulé. Donc, il y a là, à mon sens, un vrai risque. On verra comment les juridictions l'apprécieront, mais malheureusement, ce sera trop tard, ce sera peut-être trop tard. L'autre risque auquel il faudra faire attention, c'est, entre guillemets, la normalité du soutien. Puisque si une procédure collective est ouverte, on a un risque d'extension de la procédure collective lorsque des relations financières anormales ont existé entre deux entités. Et donc, le risque là identifié, c'est que le soutien qui est donné aux fournisseurs soit qualifié d'anormal et que sur ce fondement-là, on risque l'extension de la procédure collective. Alors, ça rejoint la question de est-ce que je peux aider un seul de mes fournisseurs? J'aurais plus de mal à justifier que mon soutien est normal si je n'en aide qu'un. En tout état de cause, il faut se ménager les preuves du besoin de soutien, du pourquoi je le soutiens et en quoi, par rapport à mon activité, par rapport à la période particulière que l'on vit, ce soutien peut être qualifié ou pourrait être qualifié de normal. Une fois qu'on a identifié ces risques, on peut passer, j'en suis encore désolé, mais rapidement là aussi, sur un panorama rapide des garanties qui résistent à la faillite. Les garanties qui résistent à la faillite, elles sont, c'est les garanties, ce qu'on appelle les garanties propriété d'un côté, et d'autre part, les garanties données par un tiers à l'entreprise en difficulté. C'est-à-dire que si vous obtenez en contrepartie de votre soutien ou pour sécuriser votre soutien, la garantie d'un tiers qui n'est pas une personne physique, donc d'une société mère ou encore mieux d'un établissement bancaire, cette garantie sera appelable et sera valable malgré la procédure collective. Donc, le soutien sera sécurisé. Alors, on peut penser évidemment aux garanties autonomes à première demande, c'est ce qu'il y a de mieux. Au cautionnement, c'est naturellement plus sujet à caution puisque le cautionnement est accessoire au principal et notamment avec le risque d'unité de période suspecte. Si le principal est annulé, cela va rejaillir sur le cautionnement. Donc ça, c'est pour les garanties d'un tiers.
Les garanties propriété, ensuite, c'est peut-être là où il y a le plus de choses à trouver ou à construire. Alors, on va laisser de côté la fiducie, même si c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense que vous la connaissez, elle n'est peut-être pas pratique à mettre en place dans la vie courante de l'entreprise. Par contre, tout ce qui va aboutir, transférer la propriété de biens est susceptible d'offrir une garantie forte, une garantie résistant à la faillite, à condition de pouvoir identifier les biens dont la propriété est transférée et à condition qu'on puisse retrouver ces biens au moment de l'ouverture de la procédure collective, les retrouver, les identifier. On peut par exemple imaginer des schémas dans lesquels vous achèteriez directement auprès des fournisseurs de votre fournisseur des biens que votre fournisseur de premier rang intègre dans les produits qu'il vous vende. On peut aussi imaginer un transfert de propriété au fur et à mesure des étapes de construction du produit que votre fournisseur vous délivre. Après, tout ça est adapté en fonction des circonstances concrètes et des possibilités d'identification et des possibilités de matérialiser le transfert de propriété aux différentes étapes de la vie, en fait, de la vie du produit. Dernier point de la présentation et dernier slide, c'est, et à mon sens, la meilleure recommandation possible lorsqu'on arrive à la mettre en place, c'est d'encadrer le soutien dans un cadre amiable sécurisé. Qu'est-ce que j'entends par cadre amiable sécurisé? Ce sont les procédures, peut-être que certains les ont connues d'un côté ou de l'autre, procédures amiables et confidentielles de traitement des difficultés, le mandat ad hoc et la conciliation, en sachant que seule la conciliation a un effet bénéfique, mais qu'en pratique, les mandats ad hoc, lorsqu'ils sont suffisamment avancés en termes de négociation, basculent en conciliation. La conciliation, c'est une procédure amiable. Donc, c'est une personne qui est désignée à la demande de l'entreprise en difficulté pour négocier avec certains des partenaires de l'entreprise. Alors, la personne qui est désignée, c'est en général un administrateur judiciaire, mais il n'a aucun pouvoir spécifique. Il n'a pas de pouvoir de négociation. Et avec qui il négocie avec qui l'entreprise en difficulté a besoin de négocier. Ça peut être ses fournisseurs, ça peut être ses clients, ça peut être ses financeurs. Il n'y a aucune obligation de négocier avec tout le monde. Quel est l'avantage de cette procédure par rapport au risque que l'on a identifié dans les étapes précédentes lorsque l'on fournit le soutien? C'est lorsque cette procédure de conciliation aboutit évidemment à un accord, mais à un accord qui est homologué par le tribunal de commerce. Cet accord est homologué à condition qu'il assure la pérennité de l'entreprise, qu'il ne porte pas atteinte aux droits des tiers et que l'entreprise, et c'est là l'un des intérêts essentiels, que cette entreprise n'est pas en état de cessation des paiements ou que l'accord de conciliation met fin à cet état. Ça veut dire qu'on a le tribunal de commerce qui se prononce sur l'état de cessation des paiements et sur l'absence d'état de cessation des paiements de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'homologation de l'accord, le jugement d'homologation de l'accord constitue une barrière au-delà de laquelle on ne peut pas faire remonter la fameuse période suspecte que l'on a eue. Et donc, tout ce qui s'est passé avant l'homologation va être à l'abri des risques d'annulation si jamais, même malgré l'accord de conciliation, une procédure collective devait être ouverte. L'autre avantage étant que l'homologation de l'accord permet un élément de sécurisation supplémentaire qui est l'octroi de privilège qu'on appelle de new money, qui donne, en cas de procédure collective ultérieure du bénéficiaire du soutien, un rang préférentiel, un rang privilégié pour le dispensateur de concours. Et dernier point, mais c'est plus une ouverture, ce sera plus une ouverture qu'un dernier point, c'est que cette période peut aussi être l'occasion pour les entreprises de réfléchir à l'intégration verticale de leurs fournisseurs, de se demander si
le fournisseur que je veux soutenir et qui est si essentiel à mon activité, est-ce que je n'ai pas intérêt à me rapprocher de lui, soit dans un cadre amiable, soit dans un cadre judiciaire, et par exemple, si une procédure collective ouverte, à envisager une reprise en plan de cession qui me permet de reprendre son activité, éventuellement en la logeant dans une nouvelle coquille, dans une liste séparée, et ainsi de gérer mon risque et de sécuriser ma chaîne d'approvisionnement. On a balayé très rapidement, je suis un peu désolé, on est contraint par le temps, mais très rapidement, les points que je voulais porter à votre attention et souligner dans le cadre du présent webinaire. Mais c'est parfait, le timing est absolument parfaitement tenu. Donc, merci. Il faudrait quand même que vous puissiez poser quelques questions, si vous avez 5 ou 10 minutes complémentaires. Donc, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas forcément des questions. Jacques, je sais que tu entends. Oui. Je suis en train de bricoler pour retrouver l'image, désolé. Donc, en quelques mots, d'abord, je ne vais pas commenter le travail des commentateurs, chacun son tour. Comme toi, on est effectivement à la CEPC dans le cadre d'une institution qui réfléchit au sujet avec un groupe de travail, je le confirme, qui est en train de se constituer, de se réunir pour parler justement de l'équilibre des relations industrie-commerce dans le cadre de la crise Covid et aussi en prévision de la sortie de crise. Donc, pour imaginer une espèce de de guide de bonne pratique, comme il y a pu y avoir par le passé sur les pénalités logistiques, mais que l'on voit aussi fleurir dans d'autres domaines, en particulier assez récemment dans le transport, en tout cas entre les chargeurs et les transporteurs. Donc, j'ai effectivement bon espoir qu'on arrive à sortir quelque chose de ce groupe de travail CEPC dont je ne vais pas parler des travaux maintenant, d'abord parce que j'ai pas le droit et deuxièmement parce qu'ils n'ont pas vraiment commencé, même si on commence effectivement à bien réfléchir à tout ça. Non, moi je suis effectivement assez impressionné et très satisfait de ce que j'ai pu entendre tant d'Aliénor, de Virginie ou encore de Guillaume. Je pense qu'ils ont pas mal vu les sujets ou vu pas mal de sujets. Alors après, c'est vrai que le titre soutenir son fournisseur, il faut pas non plus le soutenir comme on dit, comme la corde soutient le pendu. Et puis le soutien, il peut être effectivement, c'est pas toujours les mêmes qui soutiennent les uns ou les autres. C'est pas toujours dans le même sens dans la chaîne d'approvisionnement ou d'ailleurs dans toute relation commerciale. On peut être amené à soutenir son fournisseur, mais on peut être aussi amené à soutenir son client. Tout dépend des situations. On peut aussi envisager que les grandes structures ont plus de moyens que les petites, quand bien même les petites ont peut-être plus d'agilité que les grandes pour répondre à un certain nombre de problématiques, quelles qu'elles soient. Non, franchement, les sujets ont été bien balayés de ce point de vue-là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et on peut revisiter effectivement le droit, le code de commerce, le titre 4, je dirais, à l'aune de ces circonstances exceptionnelles. Il est évident que la qualité des contrats ou des CGV jouera beaucoup sur l'apaisement s'il y a lieu des relations commerciales à l'issue de la crise. Mais une relation solide avant la crise peut rester solide pendant la crise et sortir renforcée après la crise. C'est d'ailleurs tout le problème des reprises d'activité des uns ou des autres. Chacun va redémarrer sans doute de manière progressive en termes de moyens humains, de moyens financiers, de moyens matériels. Et la question sera évidemment savoir dans quel sens on démarre, avec qui on va redémarrer d'abord, plutôt avec les uns ou plutôt avec les autres. Est-ce que je vais démarrer, je vais reprendre une production en tant que fournisseur et je vais continuer je vais honorer mes commandes en fonction du poids que représentaient mes clients avant la période de crise, ou alors je vais plutôt privilégier un tel qui a été plus sympa avec moi pendant la crise qu'un autre. Voilà, il peut y avoir un certain nombre de questions qui se posent. L'objectif effectivement étant, mais ça les acheteurs et les commerciaux dans toute la chaîne d'approvisionnement logistique, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de se parler.
pour savoir effectivement ce que deviennent les uns et les autres. Alors, sauf effectivement dans les activités fermées, comme par exemple le non alimentaire, mais sur toute l'activité de production, d'approvisionnement et de distribution alimentaire, les gens continuaient de se parler, ne serait-ce qu'effectivement pour savoir comment se porte le chiffre, qui est quand même un élément fondamental. Et le chiffre, il se porte de manière un petit peu particulière. Ça peut être en volume plus intéressant, mais en termes de rentabilité, de marge, moins intéressant. Les assortiments ont effectivement pu évoluer, ont été réduits, les chiffres d'affaires ont pu baisser, voire certains augmenter par des effets mécaniques de report de vente ou de compensation de vente. Enfin, il y a énormément de situations et de possibilités. Notre objectif, et j'en terminerai là pour la CEPC, c'est effectivement peut-être donner quelques points de repère, quelques bornes à ne pas dépasser, toujours avec effectivement dans l'esprit que les conventions bien écrites font les bons accords, et on peut imaginer que les gens qui ont passé un petit peu de temps à discuter des clauses avant n'auront pas besoin d'en discuter après. Peut-être que dans certaines situations particulières, certains contrats étaient déjà, comme on dit, avaient un petit peu de fragilité, où il y avait déjà des problématiques qui sont peut-être accentuées à l'occasion de la crise, et donc forcément avec des conséquences qui seront dommageables pour les uns et pour les autres. Et là aussi, il n'y a pas de raison que le droit ne s'applique pas. On est dans un état de droit. L'État français, effectivement, n'a pas décrété, contrairement à ce qu'on a pu dire, ou contrairement à ce qu'a pu faire l'État chinois, des mesures d'urgence et des mesures d'état d'urgence et de force majeure étatique. On reste encore dans une évaluation des situations privées pour des contrats effectivement de droit privé, alors que l'État français applique certaines règles pour ses contrats de droit public, on peut l'imaginer. Pour les relations entre les acteurs privés, on va rester dans le cadre et dans l'équilibre des relations commerciales. Et moi, je fais le pari que tout ça va reprendre progressivement dans un intérêt commun, qui est souvent plus le cas que l'affrontement. L'affrontement, effectivement, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie gâchée, c'est aussi des moyens financiers que les uns ou les autres n'ont pas, y compris en frais de justice ou en frais de conseil. Effectivement, j'ai bien aimé la dernière remarque de Guillaume sur les nullités de la période suspecte. C'est vrai que c'est quelque chose, pour l'avoir vécu, qu'il ne faut jamais oublier dans une relation commerciale. Ça peut effectivement créer là aussi des bombes à retardement. Non, je ne peux que me féliciter de la qualité des remarques des intervenants, que j'en remercie vraiment très sincèrement et vivement. Voilà. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, c'est Anne Orviel. Oui, moi j'aurais peut-être une remarque et une question sur l'aspect de la rupture brutale des relations commerciales. Il me semble qu'on a potentiellement aussi un risque à gérer au-delà de ce que vous avez évoqué, c'est cet aspect bonne foi, mauvaise foi, c'est-à-dire de veiller à ce que notre soutien momentané sous une forme exceptionnelle ne puisse pas être assimilé au fait de laisser croire aux fournisseurs qu'on va poursuivre la relation. Ce qui sont des choses qui sont aussi assez fréquemment débattues dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales. Et je trouve qu'en tant que praticienne, c'est aussi une difficulté à laquelle on se confronte, c'est comment on encadre ce soutien alors qu'en fait, il est momentané pour sauver une situation, mais qui ne préjuge pas de l'avenir. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est complexe à gérer, il n'y a pas de solution toute faite. Mais voilà, moi en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien savoir si pour vous, vous le voyez comme un risque également concret ou si ça vous semble plus théorique et que le caractère exceptionnel de cette crise fait que les tribunaux seraient moins enclins qu'ils ne le sont dans le cadre d'appels d'offres ou choses comme ça, à considérer qu'il y a eu une mauvaise foi de la part de l'acheteur. Moi, je pense que
Vous avez tout à fait raison en disant que la bonne foi, ça va être quelque chose qui, je pense, sera pris particulièrement en compte dans le cadre de cette épidémie. Et je pense que le risque peut être, le risque de se voir reprocher à rupture brutale peut vraiment être limité par alors, des échanges que vous pourriez avoir alors, par écrit, par email ou autre, qui précisent vraiment que le soutien qui est apporté, finalement, il est transitoire, qu'il est dû à l'épidémie et que ce soutien-là devra être, par exemple, renégocié au moment de la sortie de crise. Ok, ouais. Et puis le deuxième point, donc là on était volontairement sur un focus franco-français, mais c'est une question de savoir si lorsque les fournisseurs sont étrangers, vous voyez d'autres moyens usités que la propriété en fait. Et sachant que la propriété, la limite à laquelle on est confronté, par exemple sur l'achat de composants, c'est quand même toute la problématique douanière et puis la problématique concrète opérationnelle de gestion dans les systèmes de gestion intégrés, quoi. Puisqu'effectivement, si on se met à acheter des composants, alors qu'avant c'était notre fournisseur de rang 1 qui les achetait, il y a l'aspect trésor, mais au-delà de ça, il y a l'aspect douane et il y a l'aspect système d'information qui, en tout cas pour moi aujourd'hui, est un frein à la mise en place de cette garantie qui est celle que je préfère, de devenir propriétaire des composants et de déduire d'office le montant de ces composants du prix du produit fini. Donc je ne sais pas si vous avez des inputs là-dessus. Alors, sur les fournisseurs étrangers, il peut y avoir deux situations, soit un fournisseur qui est vraiment étranger, soit un fournisseur qui est européen au sens de ressortissant d'un pays qui applique le règlement INSOL, le règlement européen. Puisque dans le cadre du règlement européen, les sûretés réelles sur les biens sont plutôt assez favorablement vues et traitées. Et donc, et puis après, il faut regarder dans chaque situation, mais plutôt reconnues en cas de procédure collective du étranger. Après, ça reste malgré tout sujet à son droit à lui, à comment la procédure collective traite les relations qui sont intervenues à l'ouverture. Assez globalement, enfin, quand on échange avec nos confrères du réseau, à peu près toutes les juridictions connaissent une institution similaire aux nullités de la période suspecte. Et l'autre cas d'école, c'est lorsque le fournisseur n'est pas du tout un fournisseur européen. Et dans ce cas-là, le risque pris ne peut se mesurer qu'à l'aune de son droit national de l'insolvabilité. Merci. Et si je me permets de rebondir sur l'échange que vous aviez avec Aliénor pour insister sur le point et l'importance du point de la fin du soutien, en effet, puisque si jamais l'entreprise soutenue doit connaître une procédure collective, vous savez qu'on a une règle de suite, même clauses et conditions, et donc qu'un administrateur judiciaire sera très tenté de vous demander de continuer le soutien tel que vous l'avez accordé, et il sera tenté d'argumenter sur le fait que les causes du soutien sont toujours là et ses raisons d'être sont toujours présentes, donc d'où l'importance de bien le documenter, de bien spécifier qu'il est encadré dans le temps provisoire, quitte à le renouveler ou à le renégocier régulièrement. Une des difficultés aussi concrètes auxquelles on se heurte, comme je pense, c'est que lorsque les fournisseurs insistent pour avoir un soutien, ils ont souvent une manière de le formuler par email qui consiste à prouver qu'ils sont déjà en état de cessation des paiements. Oui. Et là, oui. Comment on ne peut pas rétro-pédaler, enfin, si vous passez cette expression un peu triviale. Oui, non, on ne peut pas rétro-pédaler. Et en effet, la pire demande de soutien que vous pouvez avoir, c'est pour me sortir de mon état de cessation des paiements, j'aurais besoin, ou pour me permettre de faire les salaires à la fin du vrai besoin, puisque là, clairement, l'état de cessation des paiements et la connaissance, votre connaissance de son état de cessation des paiements est matérialisée.
la réponse, à mon sens, la bonne réponse à ça, c'est, s'il en est dans cette situation-là, c'est de se placer dans le cadre d'une procédure amiable, mandat et conciliation assure, qui sont des procédures qui restent confidentielles et donc qui sont assez faciles à manager. Et par exemple, s'il ne veut rien révéler à ses banquiers parce que ça se passe encore bien avec ses banquiers, il n'est pas obligé d'appeler ses banquiers dans la procédure. Et là, pour le coup, cette procédure-là menée à terme protège du risque de l'unité de période suspecte, même si on est en période suspecte. Oui, bonjour, c'est Sandrine Vechter. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur ce transfert de propriété de composants ou alors à l'achat au fur et à mesure de la construction du projet, mais surtout pour l'achat de composants. Je me place dans l'hypothèse où l'on est donc client, notre fournisseur de rang 1 est en difficulté et nous demande d'acheter, donc pendant une période temporaire, ses propres composants. Est-ce qu'il est possible de formaliser cette relation, donc qui resterait triangulaire, parce qu'on serait d'accord sur le principe donc pour acheter directement les composants auprès du fournisseur de rang 2, tout en laissant notre fournisseur de rang 1 responsable de la qualité des composants fournis par son propre fournisseur. C'est-à-dire que c'est lui qui définit les spécifications et c'est lui qui continue d'opérer le contrôle qualité. Donc, est-ce qu'on peut formaliser ce soutien donc d'achat direct des composants auprès du fournisseur de rang 2 par l'intermédiaire d'un contrat tripartite dans lequel on maintient les garanties, les obligations donc de qualité, de livraison et de qualité de la part de notre fournisseur de rang 1? Oui, pour moi, c'est tout à fait possible et recommandé, en tout cas dans le cadre d'une procédure collective si elle devait s'ouvrir, parce que ça permet aussi de mettre en place les process d'identification des composants et de gérer une autre problématique qui est celle de la marge que le fournisseur de rang 1 réalise sur les composants qui lui sont vendus. Parce que si on achète les composants mais qu'on prive de sa marge… On va choper, sur un problème de droit de la concurrence, sur à quel point on rentre dans la marge qui se font entre eux. On achète au même prix que lui achetait auprès de son fournisseur. L'idée, c'est juste de le décharger en trésorerie. Pardon ? Ça va lui donner une vision qu'il n'aura pas envie de nous donner, clairement, à quel prix il achète, à quel prix il nous revend. Mais pour autant, il faudra se freiner sur une envie d'être un peu trop intrusif par la suite sur les prix qui sont pratiqués par les uns et par les autres. On n'a pas vocation à… Mais c'est un schéma qu'on met en place relativement régulièrement, soit dans le cadre amiable que j'ai décrit, soit même hors ce cadre-là, lorsque on avait, en tout cas avant la crise, même avant la crise Covid, ce type de questions. D'accord, très bien. Bon, ça, c'est un bon point. On se trouve souvent avec cette problématique, puisque aujourd'hui, sur beaucoup de références sont monosourcées. Et donc, si le fournisseur est en difficulté, c'est toute la supply chain qui est en risque. Tout à fait. Oui, d'accord. Bon, donc je peux formaliser sous cette forme-là. Je vous remercie. Et j'ai deux autres questions très, très pratiques. Je reviens sur les conditions de paiement et le point de départ du délai de paiement. À partir du moment où, là, par contre, je me place dans la position où nous ne sommes plus le client, mais où nous sommes fournisseurs. À partir du moment où les deux parties sont d'accord, ou même si je suis client aussi, où les deux parties sont d'accord, soit pour étendre les conditions ou décaler la date de départ de ces conditions de paiement. Je pense notamment quand on commande des outillages. Les outillages, on paye généralement 30% à la commande. Ensuite, après, il y a des jalons techniques donc de validation des différentes étapes de construction de l'outillage, dans lesquelles on paye, ces étapes sont validées, 30 ou 30%, et on paye le solde donc au moment de la mise en production série. Et donc, l'intégralité du paiement peut s'échelonner sur 180 jours parfois, voire au-delà.
À partir du moment où il y a accord entre les deux parties, est-ce que l'on peut continuer à procéder de la sorte? Alors, vrai risque en cas de procédure collective. Puisque, évidemment, c'est l'alternative, c'est en cas d'ouverture d'une procédure collective, tout ce qui est payé à l'avance, mais où il n'y a pas eu de transfert de propriété en échange, ça revient à vous laisser une créance antérieure et geler une entreprise en difficulté avec un administrateur qui ne choisira peut-être de ne pas poursuivre le contrat. Et sous l'angle du droit économique, il n'y a pas tellement de problèmes à avoir des factures, des paiements antérieurs. En fait, le vrai moment où on doit la totalité du paiement, c'est au moment où finalement on devrait recevoir le bien. Donc, ce qui se passe avant, c'est les factures d'acompte qui, elles, doivent être payées dans un délai qui est conforme au code de commerce. Donc, le mécanisme en lui-même d'avoir des factures d'acompte n'est pas du tout un problème. En revanche, on n'a jamais le droit de convenir d'un délai qui n'est pas un délai conforme au délai plafond. D'accord. Alors, la problématique que j'ai, c'est que certains fournisseurs des moulistes de certains pays européens, donc qui sont considérés comme étant des fournisseurs européens, arguent que dans leurs droits, ils doivent émettre une facture au moment où ils commencent donc à fabriquer ces moules pour l'intégralité du prix du moule. Et ils nous envoient cette facture. Donc pour le montant total du prix du moule, sans prévoir les modalités de paiement donc échelonnées au fur et à mesure des différents jalons techniques. Honnêtement, c'est un problème. Alors, la DGCCRF, le plus souvent, quand elle fait des contrôles, laisse les fournisseurs étrangers de côté, parce que le problème, la question de savoir si on est sur des lois de police ou pas de loi de police, on n'a toujours pas réussi à la trancher de manière claire. Donc, en général, ils laissent ça hors des contrôles. Mais s'il leur venait l'envie de contrôler ça, et c'est pas impossible après tout, du point de vue de la DGCCRF, les règles de délai de paiement sont des règles d'ordre public. S'ils commencent à rentrer là-dedans, ils auront envie probablement de peut-être sanctionner. Oui. Après, il y a peut-être aussi un aspect un peu fiscal de savoir sous quel droit est logé votre contrat. Est-ce que vous êtes dans un contrat qui est en droit français? Est-ce que le transfert de propriété est soumis au droit français? Et est-ce qu'à un moment donné, va pas venir combler ce trou-là à travers le Code général des impôts, qui va venir préciser qu'effectivement, là, je suis dans la délivrance du bien ayant lieu qu'à la fin effective de cette délivrance et non pas au début. Et là, on va retrouver des règles de facturation qui ne sont pas liées à leurs droits, mais rattachées aux nôtres. Après, il peut y avoir cet angle-là aussi. Après, sur le délai de paiement à l'international, il y a quand même des choses à creuser souvent. Au-delà de la seule position de la DGCCRF, la CEPC a, pour le coup, adopté des avis qui sont un peu plus mesurés sur ces questions, et donc il y a quand même des choses à creuser au délai de paiement à l'international. D'accord. Ils sont disponibles, ces avis? Oui, il y en a deux en 2016. Qui sont disponibles sur le site de la CEPC. Il y en a, et il y en a deux en 2019, sous le contrôle d'Isabelle. D'accord. En 2016 et en 2019. Alors, qui ne sont pas forcément toujours d'une lecture très évidente. Il faut les lire un peu en combinaison, mais on comprend entre les lignes que il y a une espèce de pragmatisme de la CEPC là-dessus, qui va dire si finalement le droit, ce n'est pas le droit français, que on est dans un cas où on est avec un autre pays de l'Union qui lui-même a transposé dans son droit la directive qui nous est commune, et après tout, d'un point de vue global et politique, on n'a pas forcément vocation, nous la France, à expliquer à nos voisins qu'on a mieux transposé la directive sur les délais de paiement qu'eux. Il y a probablement
un peu de lest à trouver dans ces avis de la CPC. D'accord. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pascal, puisque tu es là, est-ce que tu veux conclure? Écoutez, oui, pourquoi pas, mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup et qu'on a un petit peu dépassé le timing. Donc merci beaucoup aux intervenants de ce soir, et puis je pense que on va conclure vraiment très vite en vous souhaitant un bon confinement. Oui, encore une fois, merci beaucoup pour ce panorama des risques. Bon, je pense que il y en a de toute façon et on les connaissait. Donc, on va voir aussi ce que vont en faire les tribunaux par la suite, en espérant qu'il y aura un minimum de liquidation d'entreprises. On a du mal aujourd'hui à imaginer quelle va être l'ampleur des conséquences de cette crise sans précédent. Et nous aurons l'occasion certainement d'en reparler. Merci encore à tous les trois. Merci à tous les participants. Vous avez été très nombreux. Et pour rappel, on avait fixé une date de prochaine commission Industrie-Commerce le 8 ou 9 juin, pardon. Je suis 9 juin et je suis dans la capacité de vous dire aujourd'hui si nous pourrons la tenir physiquement. Ça risque d'être compliqué, mais en tout cas, on essaiera d'organiser une webconférence sur un sujet. Et bien entendu, vous pouvez toujours nous adresser des questions à Pascal et moi ou nous suggérer des sujets pour les commissions à venir. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.